Bonsoir à tous. Donc, nous sommes en direct. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir deux cofondateurs du protocole Terre-Noire, donc Michael et Martin, qui vont nous annoncer toutes les nouveautés autour du projet. Je vous propose, pour ceux qui seraient en retard, donc j'ai vu qu'il y avait tout un public de fidèles qui a posé tout un tas de questions sur Twitter, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le projet et qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous me feriez l'honneur de faire un petit récapitulatif pour les nouveaux entrants? Michael, peut-être en commençant par toi. Avec grand plaisir. Merci, bonsoir à tous et merci Benoît pour l'invitation. Donc, je me présente, Canu Michael, CEO de Terre-Noire, et je vais vous présenter brièvement Terre-Noire. Peut-être Martin, si tu veux t'introduire rapidement, parce que tu es l'homme caché, on te connaît pas, tu es là depuis le début, et c'est vrai que le public ne te connaît pas encore. Si tu peux te présenter rapidement. Yes, avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, cofondateur de Michael, on va dire j'œuvre en tant que COO de la partie blockchain. Et donc effectivement, alors je suis pas le seul homme de l'ombre. On est pas mal à être dans les coulisses derrière Michael, derrière la grande stature de Michael pour Ah oui. comment dire l'accompagner et permettre de délivrer et voilà essayer de faire en sorte que tout se déroule sans accroc. Et on va pouvoir présenter ce soir un peu plus en détail où tout ça nous a mené sur les 2 dernières années. Tu as fait un petit lapsus qui était très drôle, c'est-à-dire que tu étais cofondateur de Michael, et donc, au lieu de Terre Noire. C'est quelque chose Également, que nous ne savions pas, donc ça, c'est une exclusivité, par exemple. exactement. Voilà, ça y est, effectivement, ça ne se remarque pas quand on nous voit. Non, mais tu sais, tout est possible. Tout est possible. Ouais, bah, mais bien enchanté en tout cas. Bienvenue, bienvenue chez nous, et très heureux voilà, de pouvoir faire un peu plus ta connaissance, Martin, et de voir les nouveautés du protocole que va nous annoncer Michael, je suppose. Donc voilà. Et il y a aussi un giveaway qui est attendu, hein, parce qu'il y a la communauté qui a joué, qui a posé plein de questions. Donc ça, c'est pour récompenser en fait tous ceux qui nous regardent. Mais le focus reste éternel. Super. Michael, Donc, juste je pour te fais parler la en deux passe pour que tu mots, nous fasses un petit c'est retour gentil. sur l'historique et où c'est que vous en êtes, qu'est-ce que c'est. Voilà, éternel. Très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet Terre-Noire, donc c'est une blockchain, un layer one, dédié au NFT et à la confidentialité. Donc vraiment très simplement, donc on a créé une blockchain qui va permettre à n'importe quel jeu, structure, entreprise de pouvoir manipuler des NFT facilement. Quand j'entends manipuler, en fait, quand j'utilise le mot manipuler, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avec Terre-Noire, sans avoir besoin de smart contract ou de code complexe, pouvoir créer une marketplace, créer des NFT, les déléguer, cacher du contenu dedans, les vendre, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les NFT. Donc les features, les fonctionnalités des NFT, on les décide ensemble. Donc aujourd'hui, on a un conseil qui permet de décider quelles sont les features les plus importantes et qui vont permettre d'attirer du monde sur notre blockchain. On l'ouvre très prochainement, on en parlera aussi sûrement pendant ce live. Mais voilà, le noyau de Terre-Noire, c'est ça. On a commencé la blockchain en 2021. Ça va faire bientôt maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous annoncer qu'on a terminé le mainnet numéro 1. Donc, ce qu'on appelle le mainnet numéro 1, c'est qu'on a fait en début de projet donc une roadmap, donc avec toutes les fonctionnalités qu'on voulait faire sur ces prochaines années jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à demain parce qu'on va l'annoncer demain. Mais voilà, on a réussi à faire tout cet écosystème. Donc aujourd'hui, Terre-Noire, c'est donc une blockchain qui est décentralisée, donc avec des nœuds. Je pense qu'on a des questions autour des masternodes après, donc on reviendra dessus. Un écosystème avec des dApps qui viennent de plus en plus développer sur Terre-Noire. Donc on en annonce à peu près en ce moment une par semaine. On en a pas mal qui sont en cours aussi, voilà, de venir qui sont il y en a qui sont autonomes, donc on ne les connaît pas forcément, mais qui développent sur Terre Noire, et d'autres qui viennent via le Labs pour nous aider, voilà, pour demander de l'aide et avoir des conseils sur le développement. Et donc voilà un petit peu la big picture de ce qu'est Terre Noire. Je me suis permis de remettre la roadmap à laquelle tu faisais référence, je suppose, hein, et qu'on était, donc Exactement. me semble-t-il, on se situe donc. On a terminé exactement la phase 4. Alors là, cette roadmap, elle est peut-être un Ah peu mince. ancienne. Non, non, c'est là, c'est parce qu'il n'y a pas Euh, les numéros, mais oui, c'était ça. C'est la roadmap qu'on avait annoncée. Alors, il y avait une première roadmap, j'ai envie de dire, assez généraliste qui avait été socialisée lors de l'ICO. Et au moment, très, très peu de temps avant de lancer effectivement le mainnet, donc première brique posée du mainnet en avril 2022,
on avait effectivement communiqué cette roadmap, on va dire précisée, voilà, avec des jalons bien posés. Et ouais, effectivement, chaque item correspond à une primitive mise à disposition sur la chaîne. Eh bien, je suis curieux, on va creuser. Hein. Mais donc, pour résumer en quelques mots, c'est quand même une blockchain, un espace de développement dédié aux NFT, avec la propriété de pouvoir, disons, lancer des NFT, faire les faire se composer. Enfin, je suppose que faire des NFT plus complexes de façon simple. Exactement. Donc, si tu compares à une blockchain, alors on a fait plusieurs tests avec plusieurs blockchains, mais sur un layer 2 Ethereum, sur Immutable ou autre, en fait, quand tu dois créer tes NFT, tu dois repasser dans cette logique des smart contracts. Donc, tu as toutes les logiques des smart contracts à créer, à faire auditer, donc ça prend du temps. Faut que voilà, ça coûte assez cher et ça prend du temps. Et nous, on a tout embarqué au niveau de la blockchain. Donc, en fait, ce que tu fais avec des smart contracts ailleurs, chez nous, tu le fais en ligne de code, parce que tout est embarqué. Alors, aujourd'hui, on a décidé de le faire comme ça et de pas ouvrir, si tu veux, n'importe qui, donc on n'a pas ouvert la smart contract encore, donc tu peux pas venir avec tes smart contracts Solana pour faire tes NFT, donc tu dois utiliser nos couches d'attraction, mais d'abstraction, pardon, mais ça se fait voilà très simplement comparé aux autres blockchains existantes sur le marché. Donc ce qui nous permet d'attirer on va dire toute une gamme d'entreprises et de projets. Donc pour ça on a beaucoup de jeux vidéo qui n'ont pas forcément l'envie de tester leur jeu ou de passer sur du Web3 avec ces complexités-là, et qui décident d'utiliser Ternois parce que c'est beaucoup plus simple et ça leur permet d'entrer dans cet univers très rapidement. Ok, c'est très clair. Et si on revient sur la phase actuelle où on en est, donc je vois marqué secret, transmission, je suppose la capsule, TES, je le prononce très mal, mais je suppose que c'est par rapport à la privacy, la vie privée. Est-ce que vous reviendrez un petit peu sur ces différents comment dire achievements, sur ces réalisations? Ces différentes Alors la réalisations. dernière phase, donc les enclaves, les teases, en fait, alors je vais expliquer la capsule, le secret, et ça va venir expliquer tout ça. Donc la capsule, c'est de pouvoir ajouter du contenu dans un NFT, donc de transformer un NFT en conteneur, en contenant dans lequel tu peux mettre ce que tu veux. Donc tu transformes aujourd'hui sur un NFT classique, tu vas avoir donc un média, voilà. Nous, tu vas pouvoir avoir une enveloppe dans laquelle tu vas glisser des médias, donc sans limite, des photos, des vidéos, etc. Le secret, c'est ce qui va permettre de cacher ce contenu. Donc au lieu qu'il soit public, le contenu va être chiffré et il va être voilà, il va être simplement possible en lecture au propriétaire du NFT. Donc si tu le détiens, tu peux le lire. Si tu l'envoies à quelqu'un, il détient le droit de le lire et tu n'as plus cette permission de le lire. Est-ce que tu as vu les teases? En fait, en effet, c'est la façon qu'on le sécurise. Donc, sans rentrer dans les détails techniques enfin, quoique tu as une communauté qui est assez technique, donc je vais pouvoir Oui, tu peux, l'exprimer. mais Ouais. Donc, mais en c'est gros, moi qu'il si faut tu veux, épargner. à chaque fois que tu vas créer un NFT, on va créer donc une clé. Cette clé va être coupée en plusieurs parties. Donc, dans l'exemple, on va dire en 10 parties, et elle va être envoyée sur le réseau. Chaque nœud du réseau va pouvoir, dans les secret nodes, va pouvoir récupérer une clé et la mettre dans une enclave. Et une enclave, si tu veux, pour l'ordinateur, pour simplifier, c'est une place dans le processeur que l'ordinateur ne peut même pas accéder. En gros, si tu veux, c'est comme une cage dans l'ordinateur qui est ouverte pour y stocker des clés et l'ordinateur lui-même ne peut pas y accéder. Ok, donc les clés sont réparties comme ça sur plusieurs nodes dans notre réseau. Et le prochain propriétaire, donc celui qui va récupérer le NFT, peut récupérer les petites parties des clés comme ça à gauche à droite pour reconstruire la vraie clé. Ok, d'accord. Et Ok, ben oui, c'est bon. ok, très bien. Oui. Non, ben après, Donc c'est comme ça que fonctionne. c'est-à-dire je suppose qu'il y a une clé qui permet d'ouvrir. Cette clé a été fractionnée. Je sais plus, il y a des protocoles de Shamir ou des choses comme ça. Enfin, Ben, ça on utilise Shamir. Exactement. voilà. C'est le protocole qu'on Et, utilise. Ouais. et ensuite, chacun le stocke localement dans une enclave. Pour pas pouvoir Alors, tu as des aller. secret nodes, donc qui en effet qui le stocke, qui prend un shard, donc un bout de la clé, qui le stocke dans son enclave exactement. Ok. Et quand tu enverras le secret à quelqu'un, cette personne pourra recomposer et déchiffrer tout ceci. Écoute, c'est pas mal. Exactement. Quels sont en pratique les gens, c'est fonctionnel? C'est-à-dire que c'est fonctionnel depuis quand?
Alors, c'est fonctionnel et à quoi ça sert? sur le, alors, c'est fonctionnel sur le réseau de test depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est fonctionnel sur le mainnet sans qu'on l'ait annoncé depuis 2 semaines. Maintenant, c'est ça à peu près Wow. Exactement. au niveau des notes, et on l'a pas annoncé parce qu'on continue les tests. On fait toujours auditer, donc on le fait auditer par plusieurs grandes maisons. En effet, pour être sûr que voilà qu'on n'ait jamais de problème, on continue à le faire évoluer. Et ça sert à quoi? Bah, ça sert justement à pouvoir de façon décentralisée protéger ton contenu. Donc Ok, Ternois, on fait pas de stockage, on fait simplement cette partie sécurisation du contenu. Pour le stockage, on travaille avec IPFS, Airweave, Crust, ok. tous les hébergeurs décentralisés qu'on trouve. Ok, alors, je vais suivre quelques questions. Il y avait une question de temporalité aussi, donc je suppose que tu peux peut-être fixer des conditions suivant lesquelles le secret va être révélé ou pas. Je suppose que c'est ça. Ça fait une Alors ça, question. c'est les protocoles. Martin, je prends encore celle-là, puis je te laisse répondre là. On va les faire une par une si tu veux. Donc pour celle-là, en effet, tu as des conditions, donc tu as des protocoles de transfert. Tu en as trois, mais en fait, il y en a que deux. Le premier, c'est une date. Donc tu peux définir que à une certaine date, le NFT va être transféré dans un autre wallet. Ok, avec une possibilité d'avoir une période où tu peux, comment dire, annuler l'envoi. Donc, un exemple très simple, tu vas envoyer un NFT dans 10 jours, mais le NFT sera envoyé le 11e jour, donc tu as un jour, si tu veux, pour annuler l'envoi. Donc, tu as ce petit protocole. Et le deuxième protocole, c'est comme un multisig, pareil, avec une période de, je sais plus comment on dit, de rédemption, je sais pas si on dit rédemption, c'est la période qui te De permet d'annuler, rétractation? de rétractation, voilà, où donc tu vas décider que si trois personnes de ton entourage signent l'envoi du NFT, que tu t'y opposes pas pendant 48 heures, 72 heures, bref, c'est paramétrable. Le NFT sera automatiquement transféré, la nouvelle personne aura le droit de déchiffrer son contenu. Donc c'est les deux protocoles sur lesquels on a bâti d'autres protocoles si tu veux. Et le C'est DES sympa. protocole, donc c'est le protocole, on va dire qui est assez attendu et qui est déjà fonctionnel en France, va te permettre, via un tiers de confiance, d'autoriser une signature d'un tiers de confiance qui est connecté à la base de registre des décès, qui lui va signer le transfert du NFT. Si, pareil, selon les conditions que tu auras définies, si personne ne s'y oppose, que ce soit un membre de ta famille ou toi-même, le NFT sera transféré. Ok, c'est ça. Ben écoute, c'est très sympa, hein. Je pense que tu peux avoir des cas d'usage de gouvernance, et ensuite, évidemment, c'était le cas d'usage initial dont vous parliez, c'était l'héritage. Voilà. Sachant que moi, j'ai quand même des histoires de faux décès, hein, mais je suppose que tu peux mettre d'autres conditions dans ce que tu disais. Tu as des conditions, oui, on y a pensé, tu as des conditions. Il y a deux problèmes. En fait, tu vois, c'est au début, on voulait faire avec un oracle de façon totalement automatique, mais c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que moi j'avais Donc, entendu, je oui, en sais plus, effet, c'était une fois, c'était un banquier qui au moment de la clôture du compte s'était trompé dans le justificatif de clôture du compte. Tu sais, c'est une fiche, c'est un comment dire, une fiche déroulante, hein, et donc tu choisis, je sais pas moi, fin de la société. Il avait coché par malheur décès du dirigeant qui était parfaitement vivant, et ça avait enclenché toute une suite d'événements fâcheux, notamment l'arrêt de son compte DF qui avait été clôturé automatiquement. Donc, et ça avait été toute une galère pour. C'est un mineur de Bitcoin, hein, que je ne citerai pas, mais qui m'avait raconté cette histoire qui était arrivé. Et donc, sa mine n'avait plus été approvisionnée en électricité, mais pendant des jours, voire des semaines, tout simplement parce que EDF le considérait mort à cause d'une mauvaise manipulation de son banquier. Et donc, ce qui veut dire que si tu automatises vraiment tout sans jamais passer par un tiers de confiance, tu pourrais avoir une chaîne de conséquences funestes, alors qu'effectivement, je pense que votre choix, tu vois, de faire un multisig ou de prendre un tiers, plus d'autres conditions suspensives, ça, ouais, ça me paraît pas mal. Et je continue sur les questions. C'était moi je me permets de commenter, hein, mais je suis pas allez, forcément vas-y, encore vas-y. compétent surtout. C'était c'était des problématiques légales. Voilà, est-ce que c'est considéré comme des mixeurs, tu vois, ou et plus généralement l'acceptation par le droit de ces protocoles de transmission. J'ai vu que ça c'était sur Internet. Il y avait beaucoup de gens qui disaient dans quelle mesure voilà ça va être intégré au droit. Bon, je suppose qu'on peut commencer par le droit français, le droit en général. Je pense Qu'est-ce que que ça un élément de réponse, ce serait de se dire que euh,
les règles de la blockchain sont pas nécessairement reconnues par le droit des États, le droit des pays. De la même manière, il y a eu beaucoup de cas d'usage dans le monde de l'immobilier et ça faisait beaucoup parler parce que le fait d'acheter un titre de propriété immobilier sur la blockchain Ethereum, en soi, ne confère pas le titre de propriété. Par exemple, aux USA, il faut que tout ça ait été régularisé légalement au titre du droit local. Je dirais, c'est la même grille de lecture qu'il faut appliquer à notre technologie. C'est-à-dire que ça permet une transmission. Après, si on va faire une transmission dans les règles juridiques d'un cadre donné, il convient de travailler ce point avec les autorités légales locales. Nous, de notre côté, on travaille avec des cabinets d'avocats, principalement en France, également sur les juridictions où on a plus d'activités, voilà, pour confirmer qu'il n'y a pas on va dire, de redondance ou de risque de mécompréhension de par les cadres juridiques locaux de ce qu'on fait. Mais on est juste un Mais outil. après, voilà, mais moi c'est comme ça que je comprends, je vais te le formuler différemment. Mais vous êtes un outil, après il appartient à chacun de s'en servir en conformité avec les règles de son pays. Mais moi ma question c'est, est-ce que vous êtes un outil censorship résistante? C'est-à-dire que est-ce que par exemple, est-ce que voilà, une réglementation peut empêcher de fonctionner Terre Noire? C'est-à-dire que c'est à chacun d'en faire un usage. Si Terre Noire est interdit sur est-ce que sur un pays, je veux dire, il va continuer de fonctionner malgré tout. Les gens n'auront pas le droit de s'en servir, mais c'est. Est-ce que c'est. Alors, comme tout est open source, c'est exactement ce qui se passerait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si un État, après le risque ultime étant du jour où l'État américain décide d'interdire un protocole principalement basé aux US d'exister et de fonctionner. Après, voilà, bon, je pense que le régulateur américain est un des seuls à avoir des interventions aussi virulentes. Il fait peur à tout le monde, celui-là. Voilà. Pour autant, nous, basé aux US, on n'est pas régulé aux US. Voilà, donc, ce serait les éléments à mettre dans la grille. Et c'est un protocole décentralisé, c'est-à-dire que ce sont différents validateurs qui le font fonctionner. Donc, avant de censurer le protocole Terre Noire, normalement, c'est quand même difficile. En tout cas, j'espère. Exactement, décentralisé et open source. Ok, parfait. Alors, il y avait des questions sur les projets comme Time Guardian. Quels sont les projets phares de l'écosystème Terre Noire? Alors, c'est plutôt une question pour le lab, parce qu'on est plus sur la partie blockchain. Donc, des projets internes comme Time Guardian, on en a quelques-uns qu'on n'a pas encore annoncés. Donc, on n'annoncera pas encore. Pas d'exclusivité aujourd'hui. Oh, déteste. L'exclusivité, c'est la fin du. Oui, on a plein d'exclus, mais pas sur ce point particulier. La partie donc la Time Guardian, donc qui est l'application de Time Capsule, à déterminer, on va dire au niveau de l'applicatif, donc elle va être téléchargeable dans quelques jours, mais on va commencer après donc le travail de commercialisation, d'aller conquérir tous les pays qui peuvent qui vont pouvoir l'utiliser, de travailler sur les protocoles. Donc voilà, on a un gros travail déjà autour de cette application, et les autres, on en parlera en temps voulu. Là, je repars sur une question plus intéressée à base de tokens. C'est que deviennent les NFT et les caps gagnés sur le testnet de l'appli? Est-ce qu'il y a des bris? Alors, je vais la prendre, Martin, si ça te dérange pas celle-là, parce que j'étais souvent confronté à cette question. Le testnet, c'est des caps de test qui peuvent être utilisés sur le testnet. C'est comme sur le réseau de test d'Ethereum, quand tu as des Ethers, ils n'ont aucune valeur. Donc aujourd'hui, ces caps-là ont été simplement créés pour faire des tests. Par contre, les NFT qui ont été gagnés lors du testnet ont été migrés sur le mainnet. Donc théoriquement, tout a été migré. Saint-Martin, tu as peut-être plus de visu que moi sur tout a été migré là. Alors, on va dire les NFT qui avaient été mintés par des dApps, qui avaient créé des premiers use cases sur le testnet, effectivement. Je crois que les NFT qui avaient été créés par des utilisateurs par leurs propres moyens, en dehors du contexte de dApps, ces NFT ne seront pas nécessairement migrés. En tout cas, tout a été migré, je viens d'avoir la confirmation dans le chat. Ouais. Exactement. Ok. Alors, hop, petite question technique. Est-ce que n'importe quel NFT peut servir de capsule temporelle? Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel NFT dans une capsule plutôt? On peut se dire dans le sens où nos fonctionnalités sont composables en fait. C'est quoi une capsule temporelle en fait? C'est un capsule NFT, donc c'est un NFT avec un contenu privé, dynamique, qui peut être changé, et un protocole de transfert. Mais demain, on pourrait imaginer créer une capsule avec des contenus publics. Alors je pense que si je peux aussi
Oui, À bien mon sûr. réponse à cette question. Donc en fait, n'importe quel NFT peut être transformé en capsule. C'était ça peut-être Ah, en ce Ouais. la sens. question. Ouais. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Donc n'importe quel NFT, en fait, tu peux transformer un NFT en capsule, tu peux transformer une capsule en NFT aussi. Tu peux le remettre, mais pas bien entendu par son contenu. Mais oui, c'est possible. Ok. Et alors là, je reprends moi le fil de mes questions à moi. Et du coup, on est à la fin de la phase 4. On a des nouveautés. Quelle est la suite? Quelle est la stratégie 2023 de développement? Et en off, vous me faisiez un petit retour. Donc là, à quoi ça correspond cette phase 4? Ça correspond quand même à finalement tout ce qui avait été annoncé au lancement. Je crois que c'est ce que vous m'aviez dit. Et donc, quelle est la suite? Je prends celle-là. Donc alors la suite, il y a plein de choses qui vont arriver. Je vais vous parler de la phase 5 et après on parlera de ce qui va arriver ensuite sans nommer les phases. Pourquoi? Parce que l'ordre potentiellement va changer en fonction des besoins, en fonction du marché. Donc voilà, on va s'adapter. Donc pour la phase 5, on va démarrer les travaux sur la parachain. Donc on l'avait annoncé ici. Donc on va faire le nécessaire pour que ce soit pour qu'on puisse être parachain, en sachant qu'aujourd'hui la compétition pour récupérer un slot de parachain, elle est pas très dure, elle est beaucoup moins compliquée Tant qu'il y a mieux. 2 ans. Donc voilà, le Est-ce que les problème gens il est vont pas devoir là. miser? Parce que moi, je me souviens qu'il fallait engager des capitaux. Comment ça marche pour gagner une Alors il y action a sur plusieurs une parachaîne? façons. On peut demander aux gens, on peut le faire de façon publique, donc demander aux gens de participer au crowdland, donc de loquer leur dot. On peut le faire de façon Oui. privée en demandant à des gros holders de le faire, ou alors on peut nous-mêmes le self-funded, donc de nous mettre des dots pour le faire nous-mêmes. L'avantage de Et la qu'est-ce dernière que vous avez solution et choisi? l'inconvénient. Alors on n'est toujours pas encore sûr de ce qu'on va faire. Voilà, pour ce point-là, on sait pas encore. On a les 3 solutions qui sont possibles. D'accord. L'avantage du self-funded, c'est qu'on dilue pas de caps. Parce que tu vois, sinon tu Oui. distribues à tous ceux qui loguent du DOT. Donc c'est une Mais je solution, mais pense que c'est ça, ce mais qui ça demande des intéresse. ressources financières. Ouais. Ok. Donc, ok, très Donc bien. la phase 5, ça fait la première partie. La deuxième partie, alors on a ces clusters de secret nodes, tu sais. Ces nœuds qui permettent justement, enfin ces serveurs qui permettent de récupérer les parties de clés de secret Shamir. Et on a eu des demandes d'un gouvernement et de certains d'entreprises dans le domaine médical ou de l'assurance qui ont souhaité gérer leur propre cluster. Ça veut dire qu'ils utiliseront la blockchain Terra et le CAPS. Par contre, ils ne veulent pas que les bouts de clés soient éparpillés de façon décentralisée dans le monde. Ils veulent garder enfin, pas la gouvernance, mais comment dire, les clés sur le territoire ou dans leur entreprise, même s'ils peuvent pas y accéder. Pour des questions, on va dire, enfin, pour des questions internes, pour des RGPD, selon les cas, ils veulent avoir ce cluster. Donc nous, on a ressenti une vraie demande au niveau de ça. Donc on va travailler sur cette phase 5 aussi, à rendre open source les clusters. Donc d'une toute façon, il fallait le rendre open source pour que les gens puissent vérifier après les audits, et aussi de permettre à n'importe quelle structure de s'y approprier si elle le souhaite, et de créer son propre, c'est pas une sidechain, mais c'est, tu vois, son propre réseau local pour les bouts de clés, pour les shards. Et le troisième point de la phase 5, c'est ce qu'on appelait le mirroring. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup comment dire, de solutions de métaverse ou de solutions, on va dire, dans le domaine du gaming qui permettent à des gens qui sont plus EVM compatibles d'y accéder. Et nous, on va permettre à Terre Noire d'être compatible avec ces univers-là. Donc très simplement, tu vas pouvoir loquer des NFT dans Terre Noire. Ils vont être créés dans un wallet Polygon ou Ethereum, et ce clone va te permettre d'accéder à ces différents univers. Donc c'est pour le côté interopérable et de permettre d'ouvrir des nouveaux univers à notre blockchain. Donc, interopérabilité, comment dire, adaptabilité à des cas d'usage spécifiques. Donc, ça, c'est l'acteur que tu décrivais. Ça, c'était sécurité. Scalabilité, il y a des, peut-être, Alors, scalabilité, ça va être tout ce qui va être aussi au niveau de la parachain. Donc, d'être parachain, ça va nous permettre, voilà, de scaler. Et après, pour la phase 5, c'est un petit peu sur la partie tech. Après, sur la partie, internationalisation. Désolé, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. J'ai le décalage horaire qui est encore, qui est encore présent. Oh, ben, voilà, que je subis encore. Donc sur l'internationalisation, justement, c'est de continuer un petit peu le travail comme on avait effectué là au Japon en début d'année, de continuer bien entendu avec force au Japon, mais aussi voilà d'ouvrir des nouveaux pays. qu'est-ce que ça a donné le Japon, être Tokyo, c'était comment? Donc, vous étiez tous les trois, je crois, il y avait les trois cofondateurs qui étaient présents.
Qui parle japonais parmi vous? Ça, c'est une petite blague, mais je l'aime bien. On aurait pu faire le concours autour de cette question, je pense. Oui. Ouais. Oui, À chaque fois, on nous présente, oui, regardez, il y a Terre Noire, il y en a un qui parle japonais, bah forcément, ils vont voir Martin. On pense que naturellement, c'est Martin qui parle japonais. Non, donc c'est moi qui parle japonais. Et donc, en fait, on a été très bien accueillis. Alors, on a été suffisamment fort au niveau du marketing pour qu'on nous connaisse sur place. Donc, on a eu des gens qui jouaient à des jeux Terre Noire, on a eu des gens qui nous présentaient leur wallet, on a même eu des développeurs qui utilisaient le SDK et qui m'ont posé des questions. Donc, on était vraiment très fiers de ça. Et donc, on a fait une keynote, on a fait participé à un side event, on organise un side event. Donc, c'était très intense et très qualitatif. Et le Japon a bien, a bien évolué dans le domaine du Web3. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire. Je regarde un petit peu les questions du chat et je vois aussi qu'il y a beaucoup de questions relatives au staking. Comment on stake les caps? À quoi servent les caps dans le grand ensemble Terre Noire? C'est notre coin, donc avec du CAPS, tu peux avant tout réaliser des transactions sur la chaîne, donc minter des NFT, associer des données à des NFT, ajouter des protocoles de transfert, transférer des NFT à un tiers, donc manipuler des NFT, on va dire de manière générale. Et après, on paye le réseau en fait quand tu fais ça, et donc le réseau est récompensé également avec des NFT. Donc si tu stakes, avec des caps, donc si tu stakes, tu es en capsule coin. Voilà, c'est, on va dire les deux grandes familles d'usage. On pourrait rajouter à ça la gouvernance, puisque le fait d'être caps holder, voilà, et également de participer à la vie de l'infrastructure. Ok, ça faisait partie des questions justement, l'état de la gouvernance parce que c'est une grande tendance qu'on retrouve dans les cryptos, donc les fameuses DAO, où de plus en plus les détenteurs de tokens qui les lock ou qui se retrouvent à avoir des fonctions de décision dans l'évolution du protocole. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu comme ça? Est-ce qu'il est possible de locker? Pour l'instant, bon, et pour revenir déjà sur le staking, qu'est-ce que c'est à peu près les rendements en ce moment? Je pense que les staking réseau doivent osciller entre 10 et 15% d'APR. Ok, c'est pas mal. Pour les utilisateurs, voilà. Et pas de locking, c'est-à-dire pas de, pour l'instant, est-ce qu'il y a une gouvernance on-chain? Tout est bondé 28 jours. Voilà, t'as un bonding. Ok, ça c'est classique chez Polkadot. Exactement, c'est le standard. Ok, moi je reste, les tokenomics, bon, je sais que c'est en général les porteurs de projets, c'est pas forcément leur focus, mais moi, il y a toujours une attention particulière qui va sur les tokenomics. Est-ce qu'il y a une supply max? Comment ça marche un peu? Où c'est qu'on en est depuis la distribution du jeton? C'est-à-dire que quelle partie de la supply est liquide? Il y avait aussi des questions sur le tweet. Est-ce qu'il y a encore des grosses whales qui risquent de dumper mais plus généralement, ouais, voilà. Est-ce que le token est fini? Parce que ce que tu dis sur le rendement du staking, tu vois 10-15%, c'est-à-dire d'où va-t-il provenir? Je suppose que c'est une libération progressive des jetons. Est-ce que c'est voué à diminuer? Et un petit point sur les tokenomics. C'est une très bonne question parce que sans être trop technique, on a une fixed supply de notre coin. Ok. On est un actif non inflationniste, qui est assez rare dans le monde des infrastructures. Donc ça veut dire que notre APR à 10-15%, il est apprécié au regard de cet élément-là. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pas une masse monétaire qui s'accroît de 10 ou 15% chaque année. Quoi. Voilà, donc c'est un rendement réel. Ça serait peut-être la première chose à mentionner. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça concernant les whales? Je te dirais qu'effectivement, alors une des particularités de nouveau de l'échange qu'on a ce soir, c'est que l'ICO a eu lieu en 2021. Les déblocages de tous les investisseurs qui ont participé aux ventes privées puis à l'ICO se sont achevés pour les derniers en juillet 2022. Donc on estime avoir une structure de holder assez saine. Qui s'est aussi beaucoup formé sur les marchés secondaires. Et le but de l'internationalisation étant en partie de continuer cet effort. Voilà, c'est de faire grandir la holder base. De toute façon, c'est le temps et le fait que vous soyez on-chain. Plus un projet est on-chain depuis des années, et plus la supply, normalement, se répartit de façon organique. Hein, et c'est certainement ce qu'on observe. Hein. Et avec, effectivement, est-ce qu'on peut corréler, est-ce qu'on peut retrouver la stratégie de développement à l'international dans les cours? Ça, j'en sais rien. Mais
C'est peut-être il y a eu un bon début d'année sur 2023, en tout cas, un peu comme ça. Alors, C'est très clairement le Japon. on l'a observé, on suit un peu les créations de nouveaux wallets et ouais, si on corrèle les créations de nouveaux wallets qu'on suit d'un côté et de l'autre côté, le suivi des trafics sur nos différents réseaux sociaux, sites web, etc. Effectivement, il y a une corrélation assez nette. Ok, je suis en train de regarder un petit peu les questions. Donc, pour rester sur le tokenomics, et ensuite on va passer peut-être à, tu vois, des projets ou un peu techniques. Mais est-ce qu'il y a du burn de prévu, une stratégie de burn? En l'état, Ok. c'est quelque chose qu'on a réfléchi, mais qu'on n'a jamais mis en avant. Alors, lié au fait notamment qu'on est qu'on a un actif non inflationniste. C'est-à-dire qu'en général, les mécaniques de burn, c'est des actifs inflationnistes pour venir un peu mettre de pression et de tension sur la supply. C'est une mécanique qui pourrait s'imaginer à un moment donné selon, on va dire, les enjeux économiques de l'infrastructure. Il y a quelqu'un qui va venir aussi sur maintenant, merci, hein, de toute façon, voilà, ça c'était le petit point tokenomics. Sur le Launchpad, les prochains projets, il y a quelqu'un qui assiste, hein, il veut des nouveautés, des annonces, Semaine prochaine, on annonce quelque chose. Voilà, donc il y a un Il a nouveau encore projet. quelques jours à attendre. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveaux listings, une stratégie de listing de prévu ou pas? Bon, ça, c'est le fameux One Binance, hein, je vais vous la traduire. Du coup, c'est Martin, je te laisse peut-être répondre, c'est toi qui gère cette partie-là. Mais en effet, ouais. Complètement. Donc, on a effectivement une stratégie de listing, j'ai envie de dire, liée à cette stratégie d'internationalisation. Donc, avec comme objectif on travaille avec des exchanges qui ont, on va dire, de beaux volumes et de belles tractions, notamment sur le marché chinois, les marchés asiatiques. Ok. Sans citer de nom. Après, au Japon, il ne doit pas y avoir beaucoup de places de marché. Donc, si on regarde du côté de ce pays-là, je suppose que moi, c'est là que je regarderai. C'est pas côté Japon, là, c'est pour le coup plutôt côté Corée et Chine, ouais. Ok. Et marché asiatique hors Japon, on va dire. Hors Japon, ouais. Exactement. Donc, on espère avoir de belles annonces à faire en la matière dans le mois à venir. Alors, en tout cas, on y travaille. On aime ce suspense. Et je dirais que de manière générale, notre stratégie de listing aujourd'hui, donc mis à part le One Binance, sera liée encore une fois au développement géographique qu'on est en mesure d'effectuer. Alors, je regarde après les petites questions techniques. Moi, vous avez choisi Polkadot ou Kusama? Je veux dire alors vous, c'est quoi? C'est Substrate pour l'instant. C'est une version, c'est le SDK de développement de Polkadot. C'est quelque chose de séparé, c'est-à-dire que c'est pas connecté au réseau ni Polkadot ni Kusama. Et là, donc, on est une solo chain. Exactement. Voilà, dans cette phase 5 avec l'interopérabilité, je suppose que essayer de se connecter à, je sais plus comment ça s'appelle, cette colonne vertébrale qui est Kusama ou Polkadot, est-ce qu'il y a un choix particulier vers lequel vous vous opérez? Oui, alors que répondre? on se laisse la possibilité de faire les deux, comme on se laisse la possibilité d'aller que sur Polkadot. La question se pose actuellement, voilà, en ce moment même, ouais. Ok, donc il y a des choix de développement. Les deux sont possibles, ouais. En fait, en gros, si on décide ça dépend de la temporalité, en gros. On pourrait très bien préparer, notre spec technique et la mettre sur Kusama pour quelques mois avant de passer directement parachain. Mais si on décide d'être parachain beaucoup plus rapidement, on va pouvoir directement basculer sur Polkadot. Donc pour l'instant, on n'a pas encore tranché cette question. Les deux ont des avantages et des inconvénients, on va dire. Est-ce que vous sauriez les lister rapidement, justement? Moi, je suis curieux de savoir le dilemme qui se pose. Alors, je dirais que le dilemme tient principalement à l'écosystème que tu as présent sur la chaîne. Et je dirais qu'à la base, ce qui donnait un gros avantage compétitif à Polkadot, c'était un écosystème. Kusama était vu comme un réseau de test. Canary Network. Et en réalité, quand on regarde, on va dire la maturation des deux écosystèmes, aujourd'hui, il y a eu énormément, notamment des projets NFT dans le monde Substrate qui se sont plutôt penchés vers l'écosystème Kusama.
Et je dirais qu'aujourd'hui, avec donc on va dire comme le disait Mika, c'est moins compétitif aujourd'hui pour aller chercher des blockchains sur Polkadot. On a des écosystèmes assez similaires. Donc au final, il y a un nivellement, voilà, relatif des deux univers. Il y a un coût après qui est assez certain et un enjeu marketing. Voilà, si on mettait tout. Ok, c'est clair. Il y a une autre question qui brûle le public. C'est est-ce que vous allez vous ouvrir, donc vous aviez fait le choix donc de cet univers Polkadot, Kusama. Moi, je le mets dans le même univers. Hein, Polkadot et Kusama, c'est le même écosystème. À vous ouvrir à d'autres écosystèmes qui sont très axés sur l'interopérabilité, évidemment, Cosmos et l'interchain. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous ouvrir vers d'autres écosystèmes hors Polkadot? Alors aujourd'hui, je prends le début de la réponse ce matin. Aujourd'hui, on s'ouvre à d'autres blockchains assez connus qui nous permettent de devenir ce qu'ils appellent des workchains. Donc c'est de pouvoir de se connecter à d'autres blockchains qui ne sont pas Cosmos, mais ce sont des blockchains qui sont dans le top voilà dans le top 25, qui ont besoin d'interopérabilité et qui nous ont permis de faire des travaux en commun, des hackathons, pour essayer voilà de réussir à devenir une partie de leur réseau. Et après, pour les autres, où il y a plein d'opportunités, on avait été contacté par comment c'était Octopus, je crois, Yanir, et voilà, il y a plein de possibilités, mais on le fait petit à petit. Après, vraiment notre objectif, c'est Polkadot toujours, parce qu'on est de cette famille-là, de cet univers, donc ça va être notre première, voilà, notre premier gros move, et après on verra en fonction des opportunités, ouais. C'est EVM compatible? C'est le Ça fait partie. Si on devait break down un peu ce qui va nous permettre de nous connecter au reste du monde, il y a le mirroring qu'évoquait Mika, le VM, la parachain à travers le XCM, et après effectivement donc des partenariats, ça pourrait être du IBC Cosmos, etc. EVM, oui. Enfin, on va dire l'écosystème Substrate le permet nativement de plusieurs manières, que ce soit à travers les parachains ou en natif. Et donc ça fait partie de cette roadmap post-phase 5 qu'évoquait Mika tout à l'heure. Ah, ok, super. On l'a pas encore évoqué, mais oui, en effet, c'est on en parlera après, mais ce qui va se passer après la phase 5, ouais, on a bien le VM compatible qui est sur la roadmap. Ce serait une phase 6? Ça serait une phase, en fait, on peut en parler rapidement maintenant, mais on a dans la suite des choses qui doivent être créées. On a donc le VM compatible et la création d'index. Parce qu'on a une gestion de tokens sur Terre Noire, donc tu peux créer ton token sur Terre Noire, mais on n'a pas encore un DEX qui va permettre de pouvoir voilà faire fonctionner tout ça. Donc on a ces deux gros chantiers aussi ensuite qui vont arriver. Et tu me disais en off l'autre jour que vous vraiment vous êtes focalisé, c'est une verticale autour des NFT. Par exemple, il n'y a pas nécessairement de défi ou il y a des cas d'usage. En fait, c'est vraiment orienté NFT. C'est une verticale. Nous, on est orienté aujourd'hui. On se considère comme un facilitateur pour l'univers du Web 2 parce qu'il y a une grosse demande, parce qu'on est vraiment bien positionné pour ça. Donc on est sur la masse adoption NFT. N'importe quelle entreprise peut se connecter. On ne s'est pas du tout mis en effet sur la partie smart contract avec DeFi. Aujourd'hui, c'est pas, on va dire, sur la roadmap et ni au programme. Peut-être que ça le deviendra un jour, mais là vraiment on focus sur ce qu'on sait faire de mieux. Ok, alors j'ai deux questions donc des questions qui font peur. Vous êtes jamais fait hacker? Qui sont vos auditeurs? Dans quelle mesure cette transmission de patrimoine est sécurisée? Et deuxième question qui va avec, vous pourrez répondre, c'est la simplicité, parce que j'ai vu quelqu'un qui se disait bon très bien, je meurs et je transmets mon patrimoine à quelqu'un qui est pas du tout technophile. Que se passe-t-il? C'est-à-dire que cette personne va être bien embêtée. Et peut-on évidemment transmettre des cryptos, hein, parce que bon, moi je sais que vous voulez absolument qu'il y ait des images, des NFT, quelque chose de rigolo, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait de la valeur, c'est-à-dire que si quelqu'un me fait un héritage, j'aimerais recevoir des lingots. Admettons que vous m'ayez, je veux dire, voilà, que dans une capsule il y ait quelque chose qui a beaucoup de valeur. Je suis pas technophile. Est-ce que je vais pouvoir m'en débrouiller? Comment ça se passe avec les nouveaux entrants? On a un technophile qui meurt et un peu technophile qui hérite. Ça se passe bien? Alors, je vais répondre à la partie time capsule et Martin, tu répondras à l'autre question. J'ai déjà oublié en fait. J'ai juste, du coup, mon cerveau a pris la seconde partie. Donc en fait, c'était les audits, la sécurité. En fait, si tu veux, il faut pas mélanger une application Time Guardian et l'application et la blockchain Terre Noire. La blockchain Terre Noire, si t'es pas tech, en effet, tu peux rien en faire.
C'est une technologie, c'est une blockchain qui est fait pour les tech. Par contre, la Time Capsule, c'est la Time Guardian, pardon, l'application Time Guardian, vous allez voir, une application où il n'y a pas de notion de wallet, il n'y a pas de notion de crypto, il n'y a pas de notion de NFT. Donc, c'est vraiment grand public, quelqu'un qui ne pipote rien du tout à la tech, qui va pouvoir l'utiliser. Ce sera plus simple que d'utiliser Facebook ou TikTok. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Encore, voilà, quelques jours à sort le 2, vous allez voir, c'est assez bien pensé. Et la première question, j'ai vraiment oublié pour le coup. Et concernant les hacks et les audits, alors, si vous voulez terminer sur Time Guardian, comme tu es dessus. Donc voilà le site de Time Guardian. Et donc, c'est là qu'il va y avoir une évolution majeure. C'est là où tu vas pouvoir télécharger l'application dans quelques jours, le 2. Ok, donc bon ben là, que tout le monde se rende là, ça va roxer. Donc c'est déjà live depuis 2 semaines sur le mainnet, mais vous avez rien dit. Exactement. Voilà, et l'interface, le front-end va sortir dans 2 jours, ce qui permettra à tout le monde de tirer parti justement de ces évolutions que vous avez mis en place cette fin de phase 4. Donc c'est-à-dire que c'est là que ça va se passer en pratique pour le retail. Donc okay. Exactement, pour la libération, donc on va libérer les capsules. Donc on a offert un certain nombre de capsules, on en a offert à tous ceux qui ont aujourd'hui qui sont dans la gouvernance de la Time Capsule, donc de la Time Guardian, donc qui vont pouvoir comment dire, l'utiliser en premier. On a ensuite 3000 ou je sais pas, je sais même plus combien on a de 3 ou 4000 personnes qui sont qui ont fait aussi la demande de récupérer une capsule, donc on va les libérer au fur et à mesure pour tester, pour faire les premiers retours avant de l'ouvrir de façon publique. Mais vous allez pouvoir déjà la télécharger et faire la demande de récupération d'une capsule. Et ça, pour la partie sécurité, c'est un gros boulot. Ça faisait dans les promesses les promesses de valeur de Terre Noire, c'était quand même un gros morceau. Je pense que ça, c'était un des trucs qui était annoncé depuis le début, non? Exactement, ouais, c'était le projet de base, donc avec la blockchain à faire. Donc c'était un chantier un petit peu plus complexe que ce que j'avais pu imaginer, mais voilà, on arrive à la fin. Bon, ben super, j'ai hâte de voir ça. Et donc, ça sera facile d'utiliser cette interface. Ah ouais, c'est une interface. C'est très très facile. Il y a pas de wallet. On ne parle jamais de crypto. On ne parle pas de NFT. C'est une capsule. Tu as un compte. C'est sécurisé. Tu vas voir. Et pour la partie sécurisée, donc pour ce qui est audit, on a fait auditer. Mais Martin, tu vas pouvoir peut-être le préciser. Mais on fait auditer les palettes de la chaîne. On a fait auditer les enclaves et on fait même auditer le code de l'application. Donc on a fait en sorte que tout de A à Z, toute la chaîne soit auditée. Mais Martin, je te laisse peut-être détailler. Yes, c'est la question sur la sécurité. Exactement. Alors, tu posais la question des hacks. Je voudrais pas nous porter malheur. Voilà. Mais effectivement, on a eu, il y a des white hats qui nous ont contactés, voilà, qui pensaient avoir découvert des vulnérabilités. Parfois, alors, on a un bounty programme qui fait que normalement, il y a ce canal. S'il y a des personnes qui trouvent des vulnérabilités pour venir chercher des récompenses. Il n'y a jamais eu de vulnérabilité sévère qui a été trouvée par ce canal, ni par les white hats qui nous contactent en direct. Donc, on va toucher du bois à ce niveau-là. Il y a déjà eu, alors en termes d'audit, il y a eu du pen test effectué sur notre infrastructure. Le code de nos bridges a été audité. Comme le disait Mika, le code des palettes a été audité. Alors à la fois par, on est membre du Substrate Builder Programme, donc Parity, qui est la fondation derrière Substrate, a audité le code de nos palettes. Il a été également audité par Certic, l'audit. Et en plus de ça, donc comme le disait Mika, chaque brique, aussi bien hardware que software, fait l'objet soit de pentest, soit d'audit, et ça jusqu'à la partie du code de l'application, de front-end. Donc on est en relation avec 3 agences d'audit, dont une qui a bossé avec MetaMask, Mozilla, et l'autre qui a bossé avec Google et je sais plus quel autre tier 1, je crois WhatsApp. Donc voilà, on prend le sujet plutôt au sérieux en se disant que par rapport aux enjeux de nos utilisateurs, c'est j'ai envie de dire le minimum à déployer. Moi, ok, mais merci. Écoute, on va supposer que ça sera que tout va se passer pour le mieux. Et on va toucher du bois. Voilà. Et j'ai une question là. Je revenais sur cette roadmap. Donc déjà, il y a des inscriptions. Ça c'est pour permettre de gagner donc une capsule gratuite. Est-ce qu'il y a une valeur? C'est valorisé les capsules? Oui, c'est valorisé à $9 aujourd'hui.
Et vous en avez distribué combien déjà? Parce que justement, ça, moi, c'était Alors le zéro. modèle. On commence le 2 mai, on en a pas encore distribué officiellement, ouais. Ok, donc là, c'est le temps. Donc, je veux dire, les inscriptions maintenant permettent d'en avoir une gratuitement et ensuite, ce sera distribué Exactement. selon ce modèle. Et Alors ça, c'est justement, c'était ça, je l'ai pas étudié. Quel est votre modèle économique? alors, le modèle économique, c'est que donc t'as un achat de capsule qui va te permettre Ouais, d'avoir 10 gigas et avec 10 ans de 1 giga, pardon, avec 10 ans de rétention de la data. Et l'idée, c'est que avec l'adoption, bah, les gens décident de passer au modèle supérieur et décident d'activer les autres protocoles de transfert et basculent sur l'offre à $49. Alors, et comme on dans est quelle 40, mesure ça bénéficie aux CAPS? en fait, la capsule, pour être créée elle-même, elle nécessite du CAPS. Donc, la Ok, capsule, elle coûte de mémoire 1000 CAPS. Ensuite, tu as les protocoles qui coûtent. Donc, toute la mécanique. En fait, si tu veux, le prix en dollars, c'est pour l'adoption. C'est pour que les gens puissent payer ok. directement avec Apple Pay et autres, vu qu'on n'a aucune notion derrière de crypto-monnaie. Et ensuite, voilà, toute la mécanique derrière, elle est faite en CAPS. Elle a la boîte du CAPS. Ouais. Donc tous ces euros qui sont achetés, tu vois, en fiat, vont être convertis en coulisses en CAPS. C'est-à-dire que c'est Alors, acheté pas automatiquement tous. sur. Ouais, ok, Ouais, pas tous, parce que le Desk Protocol, il y a de l'humain à payer, mais oui, tu as une partie qui est... Alors, on avait fait le tableau on avait présenté un tableau la dernière fois qui expliquait, voilà, justement, quelle était la répartition, mais la capsule, oui, oui, bien sûr, tu as une grosse partie qui est faite pour acheter du CAPS et créer la capsule. ok, c'est sympa. Vous avez des métriques d'adoption pour l'instant, en fait, les gens qui utilisent. Donc là, ça va être un nouveau cas d'usage quand même qui va se développer. Les cas d'usage historiques observés, quelles sont les métriques d'utilisation et l'usage qui est fait de Terre-Noire actuellement, avant la sortie de cette nouveauté? Alors, Tu si veux on dire regarde. nombre de wallet? Ah, pardon, vas-y, Martin, je te laisse prendre. Ok. Alors, j'allais regarder ça sous l'angle le nombre de wallets pourrait être un angle. J'allais prendre ça sous l'angle des principaux cas d'usage qui sont en train de build sur la chaîne. Donc, c'est plutôt une question labs, comme tu le disais tout à l'heure, Mika. Mais si on regarde ça, j'ai envie de dire généraliste, il y a peut-être une bonne moitié jeux vidéo. Ok, Euh, Clairement, je dirais que le monde du jeu vidéo est peut-être l'univers qui s'est le plus emparé des propriétés des NFT pour créer de la valeur. On a peut-être un bon 15-20% retail, donc retail au sens large. Des marques, on va dire, qui cherchent à faire de la valorisation de propriété intellectuelle. Un bon 15-20% sur euh, du data storage, sécurité informatique, cloud. Et le reste, je dirais, des créateurs de contenu. Donc ça peut être du drop NFT standard, ça peut être de l'industrie musicale, artistes, etc. Voilà, comme ça, dans un breakdown très très large. C'est une question, je pense, qui peut être posée et mieux répondue dans le cadre des AMA que fait notre Labs à peu près tous les mois également. ok. Mais pour reprendre sur le concept du lab, c'est de quand même d'onboarder des créateurs de projets qui utilisent la stack technique de Terre-Noire. Exactement. Facilité, on va dire, on enlève complètement les freins. C'est-à-dire que utiliser Ternoa est déjà plus simple que d'utiliser une blockchain smart contract based. Ça, c'est une première chose. Mais si on n'a pas du tout de sensibilité informatique ou d'équipe informatique, effectivement, on peut se tourner vers le Labs. Et là, il y a une offre clé en main. J'ai envie de dire, même si on n'y comprend rien au Web3, on peut se tourner vers le Labs pour venir idéationner. C'est le cas de pas mal de grandes boîtes qui bossent aujourd'hui avec le Labs. Voilà. Il y a une question, ok, mais je te remercie de ça. Écoute, tu dis que vous faites un Ask Me Anything tous les mois autour du lab et Oui. de l'écosystème en fait qui se développe. Donc ceux qui s'intéressent au projet, voilà, ils ont une mise à jour mensuelle là-dessus. Ok. Et je Exactement. sais Et la il y a une question que tu as question. sélectionnée. Je sais laquelle Ah c'est. oui, oui, moi c'est est-ce qu'il est prévu de transmettre des clés privées ou des seeds? Est-ce que bien sûr que c'est celle-là tous J'en les étais jours? sûr. J'en Tous les étais jours, sûr. c'est celle-là, parce que bon, moi, la time capsule, je te dis, les photos de la petite nièce ou de l'enfant de je sais pas quoi, tu vois, merci papa, merci tonton pour tes photos d'enfance. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la seed. Est-ce que ça marche là? Est-ce qu'on peut transmettre une grosse seed? Tu mets ce que tu veux dedans. Ah, 12 mots, 24 Tu mets ce mots? que tu veux dedans. En fait, tu mets ce que tu veux dedans et voilà, personne ne sait ce que tu as mis dedans. Donc oui, ça peut être une seed, ça peut être une photo de tonton, ça peut être ce que tu veux.
Ok. Et donc ça, on le sait pas. C'est-à-dire l'héritier, il le sait pas quand L'héritier ne sait pas. Alors, dans la capsule, tout est chiffré. Donc, tu vois comment dire, tu vois un NFT qui est créé, tu vois le wallet qui l'a créé, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, t'as pas de titre, t'as pas de, voilà, tu peux au pire. Alors, si c'est du texte, enfin, tu pourrais éventuellement aller voir le poids de ce que ça peut Hmm. contenir, mais tu sais pas si c'est un fichier de texte, une photo, une site, etc. Donc oui, tu peux. C'est bien entendu, c'est pensé pour aussi. Sympa. Regarde, il y a une question aussi économique que je trouve sympa. Donc 1000 CAC pour créer une capsule, environ 30 euros. Alors ça, je vais pas vérifier. Je vais vérifier tout de suite le cours. Allez, c'est quelqu'un qui est généreux, disons 25 euros. Est-ce que si le prix du cap s'envole, est-ce que ça fera je suppose que oui. Alors, Alors aujourd'hui, vas-y, je te laisse prendre. toute chose égale par ailleurs, oui. Et il y a deux, je pense qu'il y a deux angles encore pour cette réponse. Aussi, si on le prend au niveau du protocole, toute chose égale par ailleurs, oui, mais la gouvernance est en mesure d'ajuster les prix. Ok. Pour, le but étant d'offrir des solutions qui soient compétitives. Donc, il y aurait cet ajustement. Et après, voilà, je pense qu'il y a un deuxième angle au niveau de l'application peut-être. Alors, l'autre angle, en fait, c'est qu'aujourd'hui, donc forcément, il faut plus de caps que 9 euros pour pouvoir financer la capsule. Mais aujourd'hui, par rapport aux nodes, au réseau qui tourne sur la blockchain Ternois, on doit nous alimenter en caps pour pouvoir justement maintenir un taux d'APR, tu vois, à hauteur de 14-15%. Donc finalement, au lieu de les dropper comme ça, bah, on va simplement créer des capsules avec. Donc ça sera plus intelligent de le faire comme ça que de simplement le dropper. Donc c'est pour ça qu'on peut encore aujourd'hui faire des capsules à bas prix pour pouvoir faire de l'acquisition. Et en effet, avec le temps, on verra comment on ajuste tout ça. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de gouvernance, c'est déjà la gouvernance, on a une gouvernance donc qui permet de fixer ces choses-là directement on-chain. Ok, super. Donc, quels sont les préalables pour participer à cette gouvernance? Donc, posséder du CAPS et ensuite le bloquer. Il y a un site de Alors en fait, gouvernance. il y a différents organes de gouvernance. Il y a un tech council, il y a un council et un tech committee. Et en fait, un holder de caps peut se porter candidat au council. Aujourd'hui, les attributions du council sont, je dirais, réduites eu égard au fait que la chaîne est à un stade de décentralisation ongoing. Mais c'est clairement the place to be à horizon 3 ans pour prendre le contrôle sur la blockchain Terra. Mhm. Est-ce que je peux poser une question que je Vas-y, vois bien sûr, de, bien que je sûr, vois bien sûr, bien apparaître sûr. parce qu'elle est assez importante. Si Ternoa devait se faire hacker, est-ce que Ouais. l'attaquant pourrait récupérer le contenu de toutes les capsules? Donc ça, c'est intéressant parce que justement, on a pensé le modèle pour que ça n'arrive jamais. Donc si jamais tu as un serveur qui est hacké, donc la personne, alors, pour hacker hein, aujourd'hui les SGX, il faut les hacker de façon physique. Donc il faut être sur place avec ton chalumeau. Enfin, j'exagère. Enfin, il faut être sur place pour pouvoir extraire du node l'information. Aujourd'hui, si quelqu'un de malveillant arrivait à extraire une clé ou toutes les clés d'un serveur, il n'aurait qu'un dixième de l'ensemble des clés nécessaires pour pouvoir déchiffrer les capsules. Donc non, si quelqu'un attaque un serveur, il ne peut rien en faire. Ok, mais ça c'est de toute façon tu sais, ouais, c'est très bien. Est-ce que toi tu mettrais, est-ce que tu as prévu de te servir de la capsule dans ton cadre familial, toi, Je Michael? l'ai déjà fait sur le testnet Ah, et je le reproduis bien sûr sur le mainnet. alors qu'est-ce que tu as choisi de transmettre à ta famille, à tes ayants droit et à Alors j'ai qui? déjà dit publiquement une clé Oui, aussi. Après je dirai pas ce qu'il y oui, a dessus, ah, ni mon wallet. Mais oui, bien entendu, bien oui. entendu. Aujourd'hui, Ok, c'est aujourd'hui, c'est super. parti d'un besoin que j'avais de toute façon, même si c'était plus basé sur quelque chose de très personnel, mais c'est un besoin qui n'existe pas et voilà. Par rapport à la configuration familiale que j'ai aujourd'hui, c'est un outil qui est pour moi voilà qui va me simplifier La largement la configuration vie. familiale, c'est que tu es père de famille. Je suis père de famille avec une épouse qui n'est pas ressortissante française et qui comprend pas l'administration française, qui comprend l'administration française, mais Personne peut-être ne la parfois comprend, tu sais. avec ses Je lourdeurs. suis, Et je donc suis français, je voilà, comprends pas. on va dire qu'en cas de problème, voilà, j'aimerais qu'elle puisse très facilement avoir accès à tout ce que voilà, tout ce qui lui permettrait Voilà. euh, de poursuivre. Il n'y a pas le risque qu'elle souhaite te pousser dans l'escalier, c'est-à-dire et que la time capsule s'active.
Je peux choisir des protocoles qui obligent quelqu'un d'autre à valider, tu vois, Oui, d'accord. Et qui ne validera pas en cas de et qui d'homicide. ne validera pas parce qu'il va pousser dans les escaliers. D'accord, ok, très bien. Et toi, Martin, même question, tu vas utiliser? Bon, c'est une question facile, hein, mais il faut Bien répondre. sûr, bien sûr. On mange ce qu'on récolte et ce qu'on produit, quoi. Donc, bien sûr. Ok, mais c'est super. Est-ce qu'il y a des projets de l'écosystème ternois que vous voulez mettre en avant? Donc, on en a parlé. Vous avez parlé des jeux. Est-ce que quelque chose, voilà, quelques cas d'usage. Donc, ce Tam Dragon qui va se transformer, qui va devenir opérationnel. Je pense que ça c'est la grande nouveauté. Peut-être des développements, des applications que vous allez lancer. Quelles sont les nouveautés qui nous attendent et qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière? Qu'il n'y a pas une nouvelle mouture de l'application? Ça, c'est de la pêche aux exclusivités. Ah, mais bien sûr, hein. Qu'est-ce qui va sortir là? Je veux dire, qu'est-ce qui vient? Non, je pense que il y a le jeu Astromust qu'on a déjà annoncé, voilà, qui va passer sur notre launchpad là, prochainement, avec la petite annonce qui va arriver. Je pense, voilà, c'est un projet ambitieux, clairement. Et l'avantage, c'est on ne trahit pas d'exclusivité puisqu'on en a déjà parlé précédemment. Après, il y a un backlog bien rempli sur le volet gaming et des projets, on va dire, qui poussent vers le marché japonais, le marché asiatique. Donc, voilà, ce Ah, vous sera. nous en parleriez, parce que toi, tu m'avais dit, Michael, des expérimentations que vous faisiez au Japon pour faire de l'acquisition. C'est pas des Ah, stratégies de... oui, on a fait un petit jeu, alors qui est réservé donc aux Japonais, parce qu'il faut avoir un numéro japonais, non pas parce qu'on voulait ne pas avoir de français, mais simplement parce qu'on voulait voilà cibler l'acquisition. Et donc on a fait un petit jeu qui permet de présenter ce qui est voilà une fonctionnalité de Terre Noire et de permettre de faire de l'acquisition avec voilà avec des nouveaux membres. On a eu, je crois, en tout 2300, peut-être maintenant 2400 japonais qui utilisent ce jeu. Et en fait, c'est un jeu très simple. Donc, on délègue un NFT dans les wallets. Donc, on a gamifié ça. Donc, en fait, il faut que tu mintes une grenouille qui a un chapeau de champignon. Donc, on l'a appelé. Bon, écoute, hein, on l'a appelé Kinolu. Voilà, c'est une petite grenouille avec un chapeau de champignon. Et toutes les heures, on va envoyer une libellule dans un wallet. Donc, c'est un NFT. Et si la personne réagit dans l'heure, elle récupère, elle gagne des caps. Et sinon, il va dans l'autre wallet. Donc, tout ça Ok, on-chain parce que c'est de la délégation de NFT. c'est une chasse au trésor un peu gamifiée. Ouais, il faut que tu te C'est- réveilles toutes les heures pour regarder. Alors on envoie, voilà, pour voir si tu vas dans ton wallet. Moi j'ai un petit côté voilà diabolique, j'aime bien. Et en plus voilà, c'est pour introduire un jeu qui va être fait, un jeu de gacha gacha. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est très très populaire au Japon. Les gacha gacha, c'est les boules où on ouvre à l'intérieur, on a des figurines. Donc c'est un marché monstrueux en Asie. Et il n'y a pas encore de version Web3 qui peut le proposer en tout cas comme Terra Nova peut le proposer avec le secret par exemple. Donc, il y a un jeu qui se développe autour de ça. Et l'idée, c'était de faire l'acquisition de nouveaux utilisateurs pour après les transformer, euh, voilà, en utilisateurs de cette application. Et ça, vous n'allez pas le faire en France? Je suis sûr que ça plairait, hein. Ou dans d'autres, il y a d'autres. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment de faire de l'acquisition, bon, enfin voilà, de faire rentrer du nouveau public. Et c'est pour le bien de tout le monde que les gens découvrent Terra Nova, qui découvrent le CAPS, qui découvrent la technologie, parce que finalement, on fait que du showcase. La prochaine étape, c'est le secret. Donc, ils vont découvrir que le secret existe. Là, ils ont découvert la délégation. Donc, c'est vraiment de l'onboarding de nouveaux utilisateurs. Ok, super. Et sur un secteur. Ah, vous aviez des partenariats avec les notaires de France. Ça a été soulevé. Est-ce que on en est où? Alors, c'est le Labs qui travaille sur ce sujet, qui accompagne donc les notaires de France dans leur projet. Donc j'aurais du mal à en parler en détail, on aura du mal à en parler en détail, mais voilà, je vous invite vraiment à join les amas du Labs. Je sais pas quand est prévu le prochain, j'imagine peut-être à la MUMEC, quelque chose comme ça. Je sais que les travaux, voilà, que la tech a commencé. Mm. Après, où ils en sont, très honnêtement, je sais pas trop où ils en sont quand même. Je sais que ça a commencé sérieusement et que c'est prévu pour cette année en tout cas. Après juin ou décembre, je sais pas. Ok, donc ça serait l'idéal, ça serait de permettre à des fonctions juridiques d'utiliser la stack technique de Terre-Noire, C'est ce qui serait exactement quand ça. même un truc sympa. Il vise à créer un coffre-fort digital décentralisé pour Ben, le jour où le gouvernement français utilise la stack technique de Terre-Noire, je pense que là, c'est un achievement. Enfin, c'est pas tout à fait le gouvernement, hein, les notaires de France, hein, mais
Mais c'est quand même pas mal. Le bas de marché, moi, je suis allé le regarder. Il était plutôt fin d'année 2022. Donc, a priori, je veux dire, si tous les faux frères qui avaient des caps, qui ont voulu les vendre, la fin, vous avez dit, du locking, c'était milieu d'année 2022. Le marché était ignoble en 2022. Là, c'est plutôt organique, hein, de ce qu'on peut observer, même si je suis absolument pas un expert de ce genre de marché. Le bridge, donc vous avez un bridge qui permet de passer de quoi, de Ethereum à BSC. On a plusieurs bridges. On a un bridge, alors, en premier lieu, un bridge pour passer du native coin à Ethereum. Effectivement, un bridge qui permet de passer de l'ERC20 au BIP20. Tout à fait. Ok. Les prochains événements dans lesquels vous allez vous produire, donc vous avez fait Tokyo, qu'est-ce que vous ciblez? La Paris Blockchain Week aussi, vous avez été présent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez être présent où pour les gens qui veulent vous rencontrer? Alors, on va être présent, pardon? Japan Blockchain Week en juin-juillet. Japan Blockchain Week, et je devrais être speaker au mainnet aussi, normalement. Donc, ce qui est un gros event. En France, à Vivatech. À Vivatech en France, ok. À Vivatech, ouais. Bitcoin, Starting Bitcoin, théoriquement aussi. En tout cas, une partie de l'équipe. Tout à fait, ouais. Et non, là, focus quand même, voilà. Juin-juillet au Japon, on a quand même quasiment un mois de roadshow à faire, ouais. Bon, écoute, si on peut corréler l'appréciation des cours, je veux dire, au développement au Japon, normalement, les détenteurs de Terre Noire de CAPS devraient soutenir ce projet de développement au Japon. Alors, il y a une question aussi sur Cross the Age. Donc, est-ce que Cross the Age est toujours partenaire de Terre Noire, et si oui, de quelle manière? Alors, Cross the Edge est toujours partenaire de Terre Noire. On a un truc, aujourd'hui, son main, la blockchain principale qu'il utilise, c'est Immutable. On travaille toujours sur une possibilité d'avoir une feature spéciale, quelque chose de spécifique à Terre Noire, mais on ne l'a pas encore. Chacun de notre côté, on est assez chargé, on n'a pas encore défini exactement ce qu'on va faire. Mais voilà, ils continuent leur développement de leur côté pour l'instant, mais voilà, ça sera quelque chose qui sera fait peut-être l'année prochaine, on verra. Alors là, je sais pas, il y a des jeux que je connais pas. Ça, s'il y a des gens qui pêchent l'exclusivité, c'est-à-dire que si vous avez des. Alors, est-ce que vous cherchez à vous implanter physiquement au Japon? On a déjà deux personnes avec nous au Japon, en fait. Voilà, dans nos particularités, la boîte est totalement décentralisée, hein. On n'a pas aujourd'hui de grandes tours Terre Noire à la Défense ou nulle part dans le monde. Ouais, dans l'idée, du coup, on a deux personnes de l'équipe qui nous accompagnent sur à la fois le volet communauté et le volet business développement sur le marché japonais. Allez, je fais remonter les questions techniques. Tiens, celle-ci. Est-ce que tu as lu les 10 gagnants? Ou les 5 gagnants? Non, j'ai pas lu les 10 gagnants. Par rapport au giveaway? Ouais, ce serait peut-être bien. Enfin, on avait sélectionné c'est vous, hein, moi je vous laisse choisir. Donc c'est tous les gens qui ont posé. Il faut une main innocente. Donc ils t'ont pas envoyé le sélectionné? Je vais répondre à la question que tu avais affichée, qui était quand même sympa, parce que c'est donc Lawyered, c'est un des projets. Enfin, c'est même plus qu'un projet aujourd'hui, mais c'est une très belle start-up qui est passée par notre programme d'accélération en fait qu'on avait lancé avec The Blocks. Donc il y a 7 projets qui ont émergé de ce programme d'accélération. Donc Lawyered sont bien avancés, sont en partenariat avec Rarible et ont déjà des premiers utilisateurs, notamment dans le monde du luxe. Ils travaillent notamment avec Louis Vuitton, mais également avec des marques de sportswear. Alors ça, c'est Swendy pour le coup, des marques de sportswear, très grosses marques de sportswear, avec Husqvarna, Philips. Donc un très beau projet qui fait du utility NFT. Pour le coup, voilà, ils utilisent vraiment les NFT de manière utilitaire pour créer de la valeur pour le compte de leurs clients. Ok, super question. Donc sur le giveaway, on est en train de. C'est pas grave. Au pire, on a sélectionné les questions, même puis ça tourne à peu près au niveau des mêmes thématiques. Donc même si on n'a pas exactement dit qu'il avait gagné, on va l'annoncer. On les a sélectionnés. Nous, il y a 10 gagnants. Donc on le fera sur le site. T'inquiète pas, il y a pas de problème. Combien de caps chacun? Tu peux répéter quand même? Ça, c'était pour récompenser en fait les gens qui ont participé. Donc il y a eu énormément de questions. 2000 caps x 10, je crois. Je voudrais pas m'avancer. Hein, c'est ça, c'est 2000 caps x 10, ouais. Ok, bon, mais ça c'est sympa. Il faut les garder, hein. Ah, 2000 caps à hold, bien entendu, oui, c'était pas précisé.
Et donc, ben ça, de toute façon, on relaiera sur nos réseaux sociaux, donc on relaiera, vous allez relayer les gagnants et on relaiera. Donc il y a bien 10 Oui, oui. personnes qui ont été tirées au sort. Vous inquiétez pas, c'était pas une arnaque de Terre Noire. En général, ils font ce qu'ils disent. Il y aura bien 10 fois 2004. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Là on arrive sur un peu fin du format. Donc quels sont vos besoins vous? Comment rejoindre voilà, participer à l'aventure Terre Noire? Qu'est-ce que vous recherchez? Comment s'impliquer? Alors, je vais dire ma vision, on va dire, Martin, tu diras la tienne aujourd'hui, parce que Martin, je pense qu'il va, comment dire, voilà, on n'a pas forcément les mêmes réponses sur ce sujet-là, elle est complémentaire. Moi, aujourd'hui, ce qui va, je pense, être important pour nous, c'est des nouveaux projets qui viennent sur la, comment dire, sur Terre Noire. Donc, moi, je pars un petit peu avec mon bâton de pèlerin, rencontrer les gens qui ont des projets, qui viennent me questionner autour de Terre Noire et les convaincre de venir sur notre blockchain. Donc, on en a beaucoup. Donc, je dis, on en annonce à peu près un par semaine en ce moment, mais j'aimerais vraiment, voilà, qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs, de gros utilisateurs. Et c'est comme ça, pour moi, voilà, qu'on va réussir à attirer les développeurs. Donc on a fait c'est pour ça que Martin, je pensais que tu vas sûrement parler après toi plus de l'aspect tech et l'aspect développeur qu'on essaie d'onboarder. C'est difficile d'onboarder les deux en même temps. On a essayé dans un premier temps d'onboarder des développeurs, d'avoir une stratégie d'onboarding de développeurs pour penser que spontanément ils allaient venir et que c'est les développeurs qui allaient build et qui allaient amener après, on va dire, qui allaient faire grossir l'écosystème. Mais la réalité que, enfin, de mon point de vue, c'est un petit peu le contraire. Dans le sens aujourd'hui, il faut que tu onboardes, toi, des gros projets pour que les gens s'intéressent au projet, que les développeurs arrivent. Donc, on est un petit peu sur cette mécanique en ce moment. Donc voilà, moi, mes prochains objectifs, on va dire, en plus de faire avancer la blockchain, ça va être d'onboarder un maximum de projets. Ok, des porteurs de projets qui utiliseraient la stack technique de Terre Noire pour développer des applications à destination du grand public. Exactement. Il y a des verticales particulières? Gaming, Je des dirais que choix, ça c'est libre. celles sur lesquelles on est immédiatement très pertinent. C'est-à-dire, immédiatement très pertinent, j'entends par là, en reprenant donc, ce que disait Mika, on cherche à aborder des builders. Des builders, ça va être fréquemment des Oui, entrepreneurs qui ont un enjeu de lancer un produit. ouais, Leur problématique, ça va être en partie le time to market. oui. Lorsque tu vas commencer à chercher des fonctionnalités complexes avec des smart contracts, la technologie peut venir retarder ton time to market. Donc, nous, notre gros avantage, ça va être de permettre de raccourcir le time to market sur toute une panoplie de use cases. Gaming en premier lieu, tous les détenteurs de propriété intellectuelle, je dirais, donc dès lors que tu as une marque, dès lors que tu as créé des contenus visuels, vidéos, etc., voilà, on va pouvoir te permettre de venir très, très vite déployer. Effectivement, ce serait... C'est un accélérateur en fait. C'est un accélérateur qui permet de lancer des projets plus vite. Donc les gens qui ont une belle base client, un beau branding et qui veulent en fait aller à la conquête, on va dire du Web 3, vous leur tendez la main parce que vous estimez et j'espère à juste titre, vous en êtes fait ce juge que c'est la stack technique qui permet de toucher plus facilement le marché du Web 3. Alors on a un bon exemple justement dans les studios de jeux, donc il y a Tap Nation qui est un studio de jeu avec 800 millions de téléchargements, donc Ah, c'est pas du petit player qui a choisi Terre Noire et qui déploie sa première application. Et encore une fois, tout se passe la semaine prochaine, mais je crois que c'est début ah mais mai. voilà, Martin, enfin. c'est peut-être fin du mois, ouais. Donc premier jeu dans lequel il va être implémenté de ce studio-là. Semaine prochaine, Martin? Ouais, semaine prochaine. Ok, super. Eh bien ça c'est un exemple d'intégration de projet. Ok. D'autres besoins, exactement. Martin? Est-ce que toi, tu as identifié Non, alors pour peut-être complémenter le propos de Mika sur les devs, donc on a besoin de builders, on a besoin d'entrepreneurs qui se disent je vais créer des use cases. On a besoin que de plus en plus de développeurs JavaScript, parce que c'est une des particularités de Ok. notre architecture. Voilà, comme disait Mika, simplement avec des lignes de code et non avec des smart contracts, tu peux venir faire des NFT chez nous. Il y a, je sais plus si c'est 12 ou 15 millions de développeurs JavaScript dans le monde. J'imagine qu'il y en a dans le chat, là, voilà. Et le plus on a de développeurs qui viennent, qui testent ce qu'on fait, qui en parlent dans l'agence web pour laquelle ils bossent, ou les clients, la boîte pour laquelle ils bossent, etc., le plus on avancera vite et bien. Donc voilà, c'est réussir à mettre notre techno dans un plus grand nombre de mains en un laps de temps record. Et alors, hop, en pratique. Écoute, je pense qu'on doit avoir du monde là dans le chat.
qui doit pouvoir t'onboarder dans notre. Et je suppose qu'après, sinon, le classique, c'est quoi? C'est Discord, c'est les réseaux sociaux. Il y a une Discord, ouais. documentation et un Discord, je dirais. Voilà, il y a une doc et un Discord. Ça se passe toujours comme ça. Hein. Hop. Il y avait une question aussi naturelle sur Tap Nation. Quel était l'avantage, quel était l'élément décisif d'utiliser Ternoa? Même ça doit rejoindre ce que tu as déjà Là, dit, mais. on est compatible avec Unity et Unreal au niveau de nos composantes, donc c'est un vrai avantage pour les jeux. C'est très très simple à utiliser, voilà, comparé à devoir tout recréer. Donc il y avait un vrai avantage, on va dire, voilà, sur ce point-là. On a un SDK Unity. Ok, super. Donc c'était pour des développeurs de jeux vidéo, c'était une passerelle évidente pour le Web3. Et ben écoutez, chers amis, alors moi c'est la dernière question quand même. Déjà, il y a les portfolios de chacun, sur quoi vous misez. Ça c'est la question en crypto. Je demande jamais quoi, mais je demande jamais combien, mais toujours quoi. Quels sont vos paris sur l'avenir? En fait, c'est la vision 2023. C'est-à-dire comment vous voyez le pari sur l'avenir. Et après, ce serait les petits coups de projecteur sur les projets qui vous plaisent ou les coups de gueule. Ça, c'est les petits mots de fin. On essaie toujours d'ouvrir, parce que ben, je vous remercie. On a vu les dernières nouveautés. Donc moi, j'attends avec impatience cette time capsule pour y stocker. Va savoir ce que j'y mettrai. Hein. J'hésite entre photos indécentes et seed. Entre les deux, mon corps balance. et, et ça, j'ai envie de pouvoir le faire de façon intuitive, donc je pense qu'on va rire. Sachant que tu m'as dit qu'à moins qu'à voir le poids de la time capsule, on peut jamais savoir ce qu'on va recevoir. Donc attention, les bonnes ou les mauvaises surprises, on ne sait pas. Et donc j'ai vraiment très hâte de voir ces évolutions pratiques. Et voilà, donc vous êtes bien revenu sur ce qui s'était fait sur Ternoa, ce qui allait se faire. Est-ce que maintenant, en dehors de l'écosystème Ternoa, ou peut-être déjà avec qui vous avez travaillé, des stacks techniques qui vous plaisent, des projets qui vous plaisent, des choses qui vous déplaisent, voilà. Est-ce que vous auriez des petits coups de projecteur à donner? Je te laisse la main, Martin, pour. Je dirais qu'on a des discussions assez intéressantes avec une structure qui s'appelle Altlayer, qui fait des roll-ups clés en main déployables sur Substrate. Voilà. Ça fait partie des questions qu'on peut se poser nous de notre côté sur la scalabilité de nos NFT pour certains types de use cases. Encore une fois, pas forcément des use cases qui sont privacy intensive, mais plutôt des use cases gaming, etc. Donc ouais, je sais que nos équipes tech parlent pas mal avec eux. Ouais, ce serait peut-être le petit coup de cœur. On les a croisés à Paris lors de la Paris Blockchain Week qui nous ont été présentés. Et ouais, ok, super. Un projet très sympa. Ouais. Ok. Projet francophone ou pas non, projet francophone. Ok. En chinois. Univers Polkadot. Pas que. Mais okay. Il s'avère que voilà, leur solution est déployable Substrate. Ah super. Eh bien, merci, ça c'est toujours sympa, tu vois. Toi, Michael, un petit coup de cœur ou un petit coup de classique, coup de cœur classique, toujours Polkadot, Cosmos et Dodge. Bon, Dodge c'est à part, mais c'est parce que je crois au bonhomme et vu qu'il est capable de tout faire. Voilà, c'est un pari sur l'homme, tu sais, c'est toujours quand tu choisis d'investir dans des entreprises, tu as d'abord l'équipe, tu vois, et lui, je sais qu'il est tellement fou qu'il va réussir un jour en faire quelque chose. Donc c'est un pari un peu con. Elon Dodge. Okay. Donc c'est un pari un peu bête, et puis forcément après moi pour moi, dans la vision du futur au niveau des blockchains, c'est les layers 0 qui vont prendre, qui vont être les prochaines sources d'attention et les prochains, c'est eux qui vont permettre justement cette interopérabilité. Donc voilà, je suis assez bullish sur Cosmos et Polkadot. Ok, très bien. Eh ben, c'est super. Eh ben, moi, je vous remercie infiniment, messieurs. Me tarde de voir les prochaines sorties. Donc là, il y a pas mal de nouveautés sur Ternoa. Et j'invite à tout le monde à aller sur vos réseaux sociaux, sur le site, voilà, pour poursuivre les derniers lancements, que ce soit au niveau du Launchpad, que ce soit des partenaires, que ce soit des annonces d'exchange en Asie probablement. Enfin voilà, il y a plusieurs nouveautés qui nous attendent. L'actualité va être riche, donc je recommande tout le monde de suivre les réseaux sociaux et vous aurez les dernières actualités. Et puis n'hésitez pas à vous envoyer des capsules les uns les autres, c'est important. Exactement, et on s'occupe pour les gagnants du giveaway. Venez voir notre compte Ternoa, on va gérer ça. Je sais pas si on va pouvoir publier aujourd'hui. Xavier et Kevin. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez procédé au tirage au sort? Alors c'est les Angels qui ont fait le tirage au sort, donc on a le nom Twitter, donc je pense qu'ils vont être contactés par PM. Donc il y a Kevin qui est manifesté là, mais je vais envoyer un petit message via Twitter aux gagnants pour leur demander simplement leur adresse. On va montrer les photos qui ont été sélectionnées, les screenshots, et puis après on va les contacter individuellement.
Bon, mais ça, c'est la surprise, la bonne surprise, j'espère pour certains en tout cas. Donc, ben, merci infiniment et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures, phase 5, phase 6, phase, toutes les phases.